Avec toi, j'ai dansé une valse pronominale. Tu as été je, j'ai été tu. Et avec ce tutoiement, j'ai appris que les verbes conjugués de ce presque soi s'enrichissent d'un S comme les plus beaux pluriels. Cette semaine, dans la virgule flottante, je vous propose un tête-à-tête dans une autre dimension avec Alain Jans à la recherche de ce frère qu'il n'a jamais eu et dont il nous conte pourtant l'histoire vécue. Chut, en rêve. Welcome dans les années 80, ou en tout cas dans la virgule flottante. On ne sait pas exactement où on se situe, on est à Perpignan. Oui, ça me paraît clair. Tu valides? Je valide. On te reçoit parce que tu t'appelles Alain Jans. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Oui. Tu as écrit, entre autres, mais tu as écrit en tout cas Frère, Tout à fait. qui m'a tapé dans l'œil. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est un livre qui est aussi sélectionné pour le prix Méditerranée des lycéens. Tout à fait. Alors toi, dans ce livre, tu es parti à la recherche de ce frère que je n'ai jamais eu. Sais-tu ce que nous aurions vécu Ensemble. et Moi, je suis parti d'abord à la recherche du narrateur. Ouais. C'est lui qui pose les débats. Et le narrateur, c'est vrai que c'est quelqu'un sur le profil est quelqu'un qui me ressemble, est un homme arrivé à la quarantaine. Et comme Donne tu pas sais, trop de détails, il faut laisser fantasmer un peu. fantasmant, mais arrivé à un âge en tout cas où on se pose des questions, on s'interroge un petit peu. Et cet homme-là, ce narrateur-là, qui a jamais pris la plume, la prend parce qu'il a envie d'écrire à ce frère, il a envie d'écrire son histoire, il a envie de raconter cette histoire qui est dans la famille, tue, cachée, etc. Ça parle donc de ce narrateur qui a un frère, qui lui invente une vie. Qui raconte la vie de ce frère-là, en tout cas, qui est une vie qui est à la fois parallèle à la sienne. La valse des pronoms, elle dit ça, c'est-à-dire je raconte une histoire, tu vis une histoire et ensemble on vit une histoire. Donc c'est vrai que c'est des routes qui sont parallèles, mais des parallèles qui défient la mathématique puisque par moments elles s'entrecroisent, et des parallèles aussi qui parfois s'écartent, arrivés à des âges où les vies s'écartent un petit peu. Donc il y a cet entrecroisement permanent entre les deux vies, et avec un tronc commun qui est le lieu où ils vivent, qui est la famille dans laquelle ils grandissent, et des trajectoires qui sont tout le temps entre le parallèle, la perpendiculaire. Alors il y a un truc qui est absolument génial dans ton livre, c'est un livre qui est très coloré. On voit des couleurs, on sent, il y a beaucoup de senteurs dans ton livre, il y a des pommiers, il y a des chênes, il y a la campagne, on a vraiment les auteurs en plein nez. Et assez extraordinaire, dans ton livre, il n'y a pas de bruit. C'est un livre de silence, c'est un livre méditatif. Mais alors, c'est un livre où on rêve, quoi. C'est un livre cocon, où on est bien et on se retrouve un peu, et c'est pour ça que moi je l'ai beaucoup aimé et que je vais en parler aujourd'hui, dans l'utérus. C'est un livre utérin, et c'est très rigolo pour parler d'un frère que tu n'as pas eu, de créer un utérus autour du lecteur. Tout est calfeutré, tout est doux. C'était pas posé comme une volonté de départ, mais c'est vrai que j'avais envie, le premier livre qui s'appelait Elle fait longue la route était plus une fresque, plus marqué par l'histoire, par les grands mouvements de la société. J'avais envie de quelque chose, les gens me disent c'est une biographie, je dis non, c'est pas une biographie, mais par contre c'est un livre intimiste. Moi j'aime bien ce côté-là. Et là je te rejoins sur le côté utérin, intimiste, c'est-à-dire il y a cet aspect-là, et il y a ce côté famille, il y a ce côté infiniment petit. C'est-à-dire moi ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est de décrire cet infiniment petit, ce lien entre les gens, ce lien avec les gens qu'on aime, qui est à la fois ce qu'on a de plus précieux et puis qui parfois peut nous échapper un petit peu aussi. Donc il y avait cette envie vraiment de faire quelque chose de très cocon. À ce sujet, tu dis nous sommes nés quelque part, mais nous ne sommes pas nés n'importe où. Oui. Alors, ce frère et toi, vous êtes nés où? Alors, dans un petit village qui s'appelle Arfeuil, en tout cas toute l'enfance se déroule là. Ne le cherchez pas, il existe sur aucune carte, puisque c'est inventé. En tout cas, dans la carte de ta tête. Il existe dans la carte de ma tête, et je voulais absolument pas de lieu auquel les gens puissent se référer. Il y en a très très peu qui existent réellement. C'est-à-dire, je voulais vraiment être dans l'imaginaire. Encore une fois, pour qu'on se concentre sur cet infiniment petit, sur ce qui se passait entre ces deux frères au sein de la maison, etc. Donc Arfeuil n'existe pas, Garmol, le petit bourg à côté qui prend de l'importance au fil du temps, n'existe pas non plus, Saint-Arcapriès qui est la station balnéaire où ils ont une petite maison, c'est la compile de Saint-Cyprien, Canet-Argelès, tu vois, j'ai fait une petite compile comme ça, que des lieux imaginaires, mais des lieux qui me parlaient moi en termes
peut-être de ce que tu disais tout à l'heure, d'odeur, de souvenirs, voilà. Et il y a des choses qui sont très présentes. C'est vrai que quand on se souvient, cet exercice-là, forcément, c'est un exercice de souvenir. On commence par se rappeler les odeurs, les sensations, avant les noms, etc. Et tu dis, l'histoire était écrite, elle ne demandait qu'à être racontée. Alors ce frangin, il s'appelle comment? Il fait quoi? Pourquoi il devient si intéressant à un moment donné? Pourquoi il est si captivant? Alors il s'appelle pas, déjà, il n'y a pas de prénom. Pour lui, comme pour un certain nombre de personnages du livre, la quasi-intégralité de la distribution du livre n'a pas de prénom. Alors là, on a un professeur de piano quand même. Oui, il y a un professeur de piano qui a un nom, il y a quelques personnages autour qui ont des noms, mais c'est vrai que... C'est des petits satellites. Voilà, sinon c'est mon frère, c'est papa, c'est maman, c'est elle quand le premier amour arrive. Donc ce frère, c'est... Ah, t'as baissé la voix quand t'as parlé du premier amour qui arrive. Et là, on sent qu'on a touché à quelque chose. Non, je suis un peu enrhumé, tu sais. t'es pas enrhumé. Je vis en altitude alors quand je dépressurise. Le livre, on le vit de la même façon. On le vit toujours dans ce tutérus, dans ce cocon. Et on sent vraiment qu'à certains moments, tu te livres complètement. Il n'y a pas que de la technique rhétorique. Il y en a, parce que c'est bien écrit, parce que c'est fluide, parce que ça fait plaisir. Mais on sent, on est vraiment... Encore une fois, c'est intimiste. Et c'est pour ça qu'il a probablement été sélectionné pour le prix Méditerranée des lycéens. Parce qu'on n'est pas dans une technique, on n'est pas dans de l'insight. Voilà, je vais vous faire un bouquin sur un frère que j'ai jamais lu, mais qui était super, qui ne me ressemblait pas. Non, on est vraiment dans quelque chose de super touchant. Vous avez une famille un petit peu hétéroclite qui parle de la Slavie, j'allais dire, parce qu'on ne sait plus trop dire, de la Russie, de l'URSS, chez les Slaves. L'Est extrême. Voilà, l'Est extrême. Il y a un professeur de piano qui est absolument formidable, alors qui parle avec l'accent russe. Ouais. C'était sympa. Parce que quand ce frère, donc, tu disais qu'est-ce qu'il a d'intéressant, c'est vrai que par rapport au narrateur, à un moment donné, il va prendre des voix différentes, il va notamment développer des dons artistiques et notamment des dons de musicien, et que la maman qui est très attentive va se mettre en tête de lui trouver un professeur de piano, et que dans la tête de cette maman, le bon professeur de piano, il est forcément russe, parce que voilà, il y a une école comme ça, etc. Donc elle va se mettre en quête de ce professeur-là. Alors, ce qui vous oppose, ton frangin et toi, c'est que toi, tu as pris l'habitude de laisser s'éloigner tous les bateaux de ta vie qui promettaient l'inconnu. Ça, c'est pour le narrateur. Ouais. Et en ce qui concerne ce frangin dont on parle, de sa passion d'enfance, on veut lui faire un métier. À la flamme de ce qui le brûle, on veut lui forger un destin. C'est chouette ce que tu écris, hein. Ouais, mais Donc il aime le piano, on lui découvre une passion, on lui découvre dit cette passion-là, vas-y, mais je travaille avec des jeunes sportifs dans mon métier, sportifs de haut niveau pour la plupart, et je vois beaucoup de ces parents qui poussent ce qui au départ est un goût, ce qui au départ est un plaisir. Un peu trop, Alain ? Souvent un peu trop. Ouais. Et je trouve, je ne vais pas faire ancien combattant, mais je trouve que c'est une évolution sensible de ces dernières années, où on fait beaucoup vivre les rêves qu'on n'a pas réalisés soi à ses enfants, et dans le milieu sportif c'est souvent le cas, alors qu'au départ ces gamins ils font un jeu, ils aiment nager, courir, c'est tout, ils s'éclatent. skier, etc., et qu'au fil du temps on veut en faire un métier. C'est vrai que je pense que du côté artistique il y a cette volonté là aussi, et ce frère qui découvre le piano parce que ça le touche d'abord, parce que ça l'émeut, et que la première fois qu'il est confronté à un concert ça le touche jusqu'aux larmes, et qu'il a envie d'en faire sa vie, pas forcément d'en faire un métier, avec tout ce que ça induit de... Mais ça, c'est pas le côté obscur des parents, le côté obscur des parents qui serait, voilà, moi j'avais un fantasme avoué, inavoué, j'ai pas réussi. Là, on est complètement dans ce qu'avait écrit Grégoire Delacour, avec l'écrivain de la famille. Exactement. Tu vois, où on se dit, oh purée, il a écrit quatre vers un petit peu pathétiques. C'est un écrivain là-dedans, Et ton frangin, c'est pareil, quoi. Il s'est mis à jouer du piano, et d'un seul coup, formidable, surtout dans une famille un peu slave, du piano. Ça devient extraordinaire. Sauf que lui, il y a un moment donné où ça le gonfle. Il n'a pas envie de ça, et lui, je crois qu'il est très idéaliste, au sens noble du terme, et au sens adolescent du terme, avec ses envies. Parce qu'au sujet de cette adolescence, justement, et de la révolte, tu peux faire du remplissage. Ah ouais, comme si la révolte était une sorte d'acné juvénile de l'âme. Et il est complètement là-dedans, ton frangin. Oui, parce que... Alors, ça, c'est l'analyse qu'en fait le narrateur. C'est-à-dire que... On parle de ton livre. Hein, voilà, tout à fait. Excuse-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le frangin, il vit cette adolescence à bloc, et la révolte, pour lui, elle est réelle. Il est à vif. Hein. Voilà, il est à vif, il s'engage politiquement, il s'engage... et le frangin voit ça d'un œil
qui est un œil à la fois tendre, mais qui est un œil aussi un petit peu critique et un petit peu ça lui passera. Et puis il est un peu plus modéré quand même. Oui, il est un petit peu plus modéré parce que je crois qu'il est... Est-ce qu'il est jaloux de ce frangin? je crois pas. Non? Jaloux, Il je l'admire pense quand pas. même? Je pense qu'il y a une admiration et je pense que si le frangin parlait, il y aurait sans doute la même admiration dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qu'on admire souvent chez l'autre, c'est ce qu'on n'a pas soi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, lui il fait ça, c'est bien, mais bon, je le regarde un petit peu avec un sourire, il se révolte, il joue du piano, il fugue un petit peu, bon voilà. Enfin, il fugue carrément quand même, carrément. parce qu'il fugue combien d'années? Il fugue quelque temps, ouais. Oui, enfin, quelque qui a temps, un moi, beau genre, paquet d'années. On a l'air de penser à 4, 5, 6, 7 ans, quoi. Ouais, Enfin, non, c'est un petit peu moins, c'est 2-3 ans ouais, de et mémoire. on n'a plus du tout Je l'ai aucune pas lu. nouvelle de lui. Il n'y a plus de nouvelles et puis il part vraiment en laissant ce vide-là, qui était un vide qui avait déjà commencé à s'insinuer dans la famille parce que sa vie faisait qu'il n'était plus vraiment présent. Et je l'écris d'ailleurs, il y a un moment où son absence-présence se devient une absence-absence, c'est-à-dire qu'il part vraiment. Mais c'était ce côté vivant l'adolescence aussi et les passions au bout, et qu'à un moment il n'y a que la fuite qui peut être son destin parce que la maison elle devient trop petite à un moment. Comment t'es arrivé, toi comment tu es arrivé? T'as un frangin? Non. Non. Comment tu es arrivé vraiment à te mettre dans la peau d'un narrateur qui aurait eu un frangin, qui l'aurait porté comme ça toute sa vie, tu le dis, comme une larme au coin de l'œil, qui refuse de sécher, qui refuse de... À un moment donné, tu as ce génie dans ton écriture. Et encore une fois, c'est pour ça que tu es sélectionné sur un grand prix. Il y a vraiment un génie profond, quoi. On y croit. Tu l'as vécu, toi, comme ça, quand tu étais en phase d'écriture? Tu étais vraiment rentré dans la peau de ce narrateur? Ouais, vraiment, parce que... Tu étais en immersion Moi, enfin, on avait une discussion tout à l'heure sur les livres que tu présentes, qui sont des livres qui t'appellent. Jamais. Jamais, c'est vrai. Nous n'avons pas eu de discussion, je l'ai rêvé. Je m'en renseigne, me revenir, Oui, je l'ai parce que rêvé. toi aussi, tu as les gros problèmes. Oh, moi, je rêve énormément. J'ai une vie onirique qui est absolument captivante. Onirique. Alors, onirique, c'est un peu trop compliqué pour mon émission. C'est une vie, D'accord. c'est la chose que l'être, qu'elle vouloir dire, qu'elle Le rêve. monsieur, il a rêvé. Il a rêvé. Elle a rêvé Il toute a sa vie, rêvé. tu comprends. Du coup, Ouais. j'ai totalement oublié la question de départ. Oui, complètement. Je te demandais comment oui, tu arrivais, parce que tu es plonger. un super passeur. Parce que je crois que j'y crois. Enfin, je suis sûr que j'y crois. Et qu'au moment de l'écriture, il y a des choses qui s'imposent. Moi, j'ai pas une écriture. Je me mets pas tous les matins devant ma table en me disant qu'est-ce que je vais écrire. J'écris beaucoup dans ma tête. C'est pas une nécessité chez toi. Non. Tu as un boulot, tu es CPE. Ouais, mais t'es c'est pas non prof, plus. Je pense que je serais totalement incapable de m'asseoir à une table et de me dire maintenant il faut que ça vienne. Moi j'écris dans ma tête toute à longueur de journée, les histoires se construisent. Quand je passe à l'écriture, c'est plus de la rédaction qu'autre chose. Trop fastoche. Non, je dis pas que c'est facile. Il y a des fois j'écris pas pendant 6 mois. Il écrit un super bouquin et il dit ouais, enfin moi j'ai pas eu de problème. J'ai pas dit que j'avais pas eu de problème. Je me suis pas fait mal. Vous voyez, le livre Non. s'écrit dans ma tête et après je me mets à ma table. C'est pas faux. Mais ça va, tu veux une coupette ou quoi? Non, pour moi c'est tôt. Il y a des mecs qui souffrent. Pour moi, je sais, j'ai bien compris. Mais moi j'ai pas. T'as pas le droit de dire ça. Celui-là j'ai pas À mon souffert. avis, t'es le bourgeois de l'écriture. l'écrivain, toi. Ah non. T'as la Non, tête ouais. du bourgeois de l'écrivain, tu vois. Non. Moi je Fais suis gaffe, pas. t'as des problèmes, Alain. Je suis pas dans cette voie-là. Non, mais dis-nous que tu souffres quand même un peu. J'en ai chié. Oui. J'en ai chié. Ah, voilà, ça c'est bon, ça, vas-y, ça vend. Tous les matins, 5h, je me lève. Je bois un verre de vin rouge. Je me mets à la table et j'attends que ça vienne. Et alors 12 ans. Pour celui-là. Et Pour une 3 catastrophe. pages. Pour finalement 3 pages. Parce qu'il faut quand même montrer que dans le livre, les marges sont très très grandes. Hein. C'est faux, elles sont dans les Oui, non, marges. c'est faux. Fanfan fait du bon boulot. Fanfan C'est un fait vrai de livre. l'extraordinaire. Oui, bah, ça va, on peut rigoler quand même. Non, pas sur Non, Fanfan. non, parce pas- que moi, pas sur Fanfan, non, sur Fanfan. Parce qu'après, elle va m'attendre en bas. Oui, non, mais attends. Attends, les dans la gros sortie, problèmes. Fanfan, quand même, qui gère les éditions Talaya, chez Tout à fait. qui est sorti le livre. C'est sympa, on fait de la publicité en plus. Ben. Tu sais que ça, c'est un chèque de 5 000 $. Tu verras avec Fanfan par contre. Oui, Voilà. parce qu'on nous paye qu'en dollars ici. Bon, Alain, on raconte beaucoup de bêtises. C'est vrai. Je t'ai posé beaucoup de questions, mais il y a C'est vrai. une question que j'ai oublié de te poser. Et justement, tu aurais voulu y répondre à cette question. Mais moi, trop bête, j'ai pas pensé parce que j'ai pas du tout préparé l'émission. Et, Non, mais c'est vrai que ça se voit. Oui, Mais- c'est vrai. Bon, moi, j'aurais aimé que tu me demandes pour qui est-ce que j'avais écrit ce roman-là. Alors, pour qui, Monsieur Jans, pour qui avez-vous écrit ce roman-là? Pour une jeune fille qui est très jeune encore aujourd'hui, qui a 12 ans, mais en me disant que dans quelques années, elle le lirait avec plaisir et qu'elle retrouverait, j'espère, non pas les lieux puisqu'ils sont inventés, non pas les personnages parce qu'ils sont très éloignés de la vérité, mais le cocon, le côté utérin, le côté familial qu'on a voulu lui donner, dans lequel on a voulu
l'élever, on l'élève encore parce que c'est ma fille. Voilà. Elle a un prénom? Elle s'appelle Laura Hoff. Laura? Oui, elle est russe. Elle est russe. Bon, il y a un autre rituel, je te préviens, il est horrible. D'accord. Mais là, quand même, t'as 15 minutes de promo à fond les ballons sur Internet. Au Feu. Burkina Faso, on voit l'émission Burkina Faso. C'est le marché que je vise. À Atlanta, à Arfeuil, partout. Partout. T'es obligé de me faire un bisou. Bon, ben, feu alors. On y va, quoi. Avec grand plaisir. Allez. Merci beaucoup. Merci, Ella.